Paula Libre, le média indépendant du pays nissar. 235 matchs professionnels entre Valenciennes où vous êtes resté, ça se fait plus, il en reste 2 ans, un club, hein, à part quelques rares joueurs comme Maldini, Sigran, on va pas citer les joueurs qui sont restés très longtemps dans leur club, mais vous êtes resté 12 ans à Valenciennes, vous avez été champion d'automne, oui, parce que déjà pas mal, demi-finale de Coupe de France, demi-finale de Coupe de France, et ensuite vous avez joué à Dunkerque, oui, pendant 2 ans, et on a fait l'identité la deuxième année. Richard comme entraîneur. Et vous étiez défenseur. J'étais défenseur, gaucher. À Dunkerque, j'étais à mon milieu de terrain. Et vous étiez droitier, gaucher de temps en temps. Et alors vous avez une anecdote, c'est vous avez on a parlé dans ce matin d'aujourd'hui, hein, celle-ci. Vous l'avez réservé pour nos amis supporters du gym. C'est que comme vous avez entraîné de 73 à 79, vous avez commencé à entraîner après le Touquet. Oui. Et à ce moment-là, vous faisiez quasiment tout au Touquet. Hein. Vous étiez à la mairie aussi, animateur, vous coupiez les citrons, vous faisiez tout. Quoi. Et vous avez dit, il faut que je trouve un adjoint. Ouais. Et puis vous avez trouvé quelqu'un qui avait l'air d'être un peu plus futé que les autres. Vous avez dit, tiens, tu veux pas être adjoint, toi? Viens me rejoindre. Et c'était qui? C'était Gérard Rouillet. Voilà. Donc c'est comme ça que Gérard Rouillet a démarré. Il a tout appris, oui. Pendant 4 ans, c'est simple, là, il était prof d'anglais. Je lui ai dit, écoute, comme tu comprends pas grand-chose encore au ballon, viens chez moi, je te donne quelques enseignements. Et en contrepartie, tu dois avoir le club anglais des enfants. Et donc, 4 ans après, il partait comme entraîneur à Mérénine, et puis ensuite, il a fait la carrière qu'on connaît. Mais il a mis les pieds dans l'étrier au Touquet avec moi. D'accord. Donc en 4 ans avec vous, donc au Touquet. Et puis alors, à ce moment-là, vous êtes à Lens, vous faites une belle saison d'entraîneur à Lens, et c'est là que vous êtes repéré par le président le président Innocenti. Innocenti, je peux toujours dire, moi je peux voir. Mario Innocenti. Alors, comment ça s'est passé en fait? Il vous a... ça s'est passé, c'est que pratiquement au milieu de la saison, les deux clubs, Lens et Nice, n'étaient pas très bien placés, on était à un point de l'autre. Et c'était un peu comme le match d'aujourd'hui, c'était des matchs qui étaient très délicats, qui avaient décidé du maintien. Il nous restait une dizaine de matchs à faire. Moi j'ai fait 8 matchs à vaincu avec Lens, je suis pratiquement monté à la 10e place, alors que Nice descendait. Et Mario s'est dit c'est peut-être l'entraîneur qui a le profil pour pouvoir nous aider à remonter en première division assez rapidement. D'accord, donc là vous arrivez en fait, on est en 1982. Donc vous avez remplacé en fait c'est Marcel Domingo qui était entraîneur avant vous. Puis là vous avez quand même une belle équipe puisqu'on se souvient en Ligue 2, pourtant il y avait déjà donc Andrea Mitrano, Gérard, on va en citer quelques-uns, hein, Gérard Boucher, Bruno Messu, Michel Dussoulier, Thomas Larsen, Carlos Curbelo, Robert Baradja et puis le jeune Daniel Bravo, qui commençait un petit peu, il avait quoi, il avait 18 ans maintenant? Oui, il était militaire, donc il devait avoir 19 ans, pas mal longtemps. D'accord. Puis un qui vous disait c'était le bras droit, c'était Michel Joly aussi. Ah, c'était un peu ce qui se passait avec Michel Joly. Ouais, Michel Joly, je l'avais recruté puisque je connaissais très bien à Lens. Il jouait à latéral et c'était l'homme du vestiaire. Un joueur que tout entraîneur adore parce que c'est le dynamiteur, c'est celui qui amène tout le monde dans sa trajectoire. Et il était toujours présent, je l'ai blessé et c'était un exemple. Et donc là, vous faites quand même une belle saison, mais vous terminez, donc il y a 2 groupes à l'époque, hein, en division 2, il y a 2 groupes, il y a le groupe B, vous terminez 3e. Le groupe de 18, effectivement. Mais on est pratiquement à 10 journées de la fin, on est toujours en tête. Et on se fait coiffer en fin de parcours avec Reims, on est battu à Reims et on a fini 3e. Pourtant, quand vous arrivez, il y a Hélène Silvo qui était parti et Henri Zambelli qui était quand même 2 très bons joueurs. Vous avez essayé de les retenir, mais bon, en Ligue 2, ça n'a pas été facile. C'était compliqué. Et quand vous arrivez, c'est un petit peu sombre, on va dire, cette arrivée, puisque le club vient de descendre, donc le moral n'est pas... C'est sombre parce que le club vient de descendre, mais qui plus est, il y avait au préalable, toutes les années 75, 76, 79, on connaissait l'équipe de Nice avec tous ses internationaux, et il est vrai que les supporters avaient du mal à concevoir qu'on puisse subitement changer de panorama avec des joueurs inconnus, et c'était difficile de pouvoir redonner un peu d'avance au club. Mais ça a été fait de belle manière parce qu'on a failli monter la première année. Alors ensuite, donc, deuxième année, donc, alors là il arrive Gilbert Marguerite, Guy Mengual, Pascal Françoise, Georges Dominguez, et c'est Pierre Alonso qui arrive aussi, qui est au centre de formation, hein, c'est ça? Qui remplace Damien. Et là donc, on termine deuxième, donc du groupe A, donc il y a les 2 premiers montent, ensuite il y a les barrages. Hein. Donc, les barrages, il faut savoir que le troisième contre deuxième et le vainqueur de ce match-là,
Donc ça faisait 3 matchs, plus le 4e match qui nous attendait, puisqu'on jouait contre Nantes Pénultième de la première division. Déjà, donc le match d'avant, le deuxième match, enfin le match avant de rencontrer la Ligue 1, c'était donc le Matra Racing, qu'on connaît à l'époque. Il ne s'appelait pas Matra d'ailleurs, peut-être ce joueur. C'était déjà le Matra, c'était Matra Racing Club. Il y avait déjà la Gardère, mais bon. Oui, la Gardère était là, bien sûr. Donc là, racontez-nous, puisque on se souvient tous un petit peu de l'anecdote. C'était à Colombes, je crois, c'est ça, le match. Oui, c'est Colombes. On joue 2-0 à l'aller, je crois. On joue devant, d'abord, préalable. On va donc le 3e de notre poule qui était le Havre. Je me souviens d'un match très très ardu qui se passe au Ré. On est à 2-1, le Havre revient à 2-2. On fait les prolongations, le Havre vient 3-2, on revient, on égalise, et je fais à l'époque, je fais sortir un attaquant pour mettre Curbelo attaquant, mettre Curbelo qui joue libéro, et on marque, c'est Michel Joly qui marque dans les dernières minutes, et en étant qualifié pour jouer contre le Racing. Alors le match de Racing. Le match de Racing, c'était un exploit, c'était une histoire. Le premier match, donc, on gagne 2-0 à domicile, on fait le deuxième match à Colombes, on marque, on mène 3-0, et juste peu de temps avant la mi-temps, il y a un gros... 1-0 à Colombes, en total, sur les deux matchs, ça faisait 3-0. Sur les deux matchs, ça faisait 3-0, donc gros orage, plus diluvienne, le terrain commence à plus absorber. Delmer qui était l'arbitre nous fait rentrer au vestiaire, on attend une demi-heure, 3 quarts d'heure, et l'eau bizarrement stagnait. Et l'orage s'était arrêté. Et donc le match est reporté. Et le lendemain, j'avais un déplacement à faire dans Glasgow, je vais faire du recrutement. Et l'adjoint de Martini, qui s'appelait Roger Fleury, qui passe ensuite à Nice, je lui demande de venir me chercher à l'hôtel pour m'amener à l'aéroport. Et chemin faisant, il me dit tu n'as pas trouvé bizarre que l'eau stagnait. Je dis oui, nous qui sommes habitués au terrain du Nord, au terrain de l'Est, l'eau ne pénétrait pas. Il m'a dit c'est tout simple, il dit la pelouse avait été refaite le mois précédent, il avait fait très chaud sur Paris. Et le terrain est fait avec le principe des bacs Rivera, à savoir qu'il y a une grande fosse d'eau dessus et par capillarisation, donc le gazon était alimenté. Donc quand il a plu, il a fallu simplement ouvrir les vannes pour évacuer l'eau qui est en cuve, enfin c'est pas en cuve je suppose, et puis l'eau a été évacuée, on a pu jouer. Donc c'est vrai qu'il y avait un besoin terrible, le président là derrière avait interdit à ce que le jardinier aille ouvrir les vannes. J'ai appris ça en toute délicatesse. Donc le match est reporté, 4 jours après, on repart à Colombes, près de 40 000 spectateurs, on remet 1-0. On commence le match, on marque 1-0, donc toujours 3-0 à notre avantage. On marque un 4e but de Menual. Menual, c'est Marguerite qui lui donne le ballon. Menual élimine 2 joueurs et élimine le gardien, il marque. Marguerite le prolonge sa course sur le côté droit alors qu'il n'y a plus d'incidence sur l'action de jeu. L'arbitre accepte le but et le juge de touche, lui, refuse le but. Il signe leur jeu. Signe leur jeu. En jeu de position. Jeu de position qui n'existerait plus aujourd'hui. Enfin, c'était une grosse affaire de village parce que l'arbitre de touche, il faut savoir que c'était un ami qui était mis à Osat avec moi. On avait essuyé ses femmes culottes dans l'école primaire, on a fait le catéchisme ensemble. Il est marié la fille de ma marraine. Et quand il me refuse le but, je lui dis écoute Jean, si ce but a une importance, assieds-toi. Et puis je dis mais écoute, il y a un petit pilier, il n'y a pas. Assieds-toi ou je te mets un rapport. Il est allé jusqu'à me mettre un rapport. Donc il refuse le but. Et je peux vous dire que dans le village. Après, il y a après, c'est une fin incroyable, parce qu'ils ont un penalty à la 92e, je crois. Oui, alors, après, il y a Ben Mabrouk qui rentre. Il reste, on mène 3-0, il reste 6-7 minutes à jouer. Il y a penalty, bon. Gentil qui est sifflé. C'est un peu la même chose que la remontada de Barcelone. Ça fait 3-1. Les 5 dernières minutes. Voilà. Et à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de temps additionnel. À 90 minutes, je me souviens, le match vert que j'ai fait prendre en individuel avec Michel Joly, le match vert était toujours
artère, il est toujours blessé. Je ne sais pas si l'arbitre en a pris compte, mais de toute façon, ça sera retourné contre lui. Tournoi dit qu'à la 90e minute, on mène toujours 3-1. Mario Sentini m'a dit, on est sur le banc de touche, on se dit c'est terminé, on appelle l'arbitre. L'arbitre ne bouge pas, 91, 92, 93e minute, il y a un attaquant qui déborde, des ballons sortent à peu près de 40-50 cm, près à la pif, puisqu'on a les cassettes. Il a réussi à centrer, les joueurs s'arrêtent, but de la tête, 3-2. Les joueurs s'en prennent à l'arbitre, ça dégénère un peu, on fait le centre. Dans la minute qui suit, il y a Ben Mabrouk qui rentre dans la surface, qui balance Blanc, qui balance, je crois que c'est qu'un de l'autre, il a balancé donc ça, il y a deux coups francs, puis à la sortie il met un pointu, ça passe entre les jambes de Bruzzi, Amitrani est surpris, égalité 3-3. Mais, comment on a marqué un but avec ça alors? Et bizarrement, ça comptait plus. Ça comptait plus. Les textes avaient disparu, enfin. Voilà. Comme d'habitude. Et en compensation, alors c'était Sadou qui était président de la Ligue nationale. Et en fait, le président Innocentini a apporté la cassette du match à Sadou. Et Sadou l'a analysé, c'est ça? Et Sadou le reconnaissait mais comme la gardait à en face, c'était compliqué. Et vous avez accordé à l'OGC Nice une indemnité égale au club de première division qui descend de la deuxième division. À l'époque, je crois que c'était 100 centimes. C'était intéressant, c'était important, mais tout ça pour prouver qu'on était vraiment au bon endroit. Ça nous a une belle jambe, malgré tout. On s'est fait un petit peu dans la farine. Alors, pour vous dire qu'ensuite, la troisième année, c'était difficile de encore redynamiser tout le monde. Et on tombe la troisième année avec un groupe très très compliqué, très difficile, parce qu'en Saint-Etienne, présent à Lyon, Montpellier, Cannes. Et on est 3 ans, pendant 3 ans, donc c'était la troisième année invaincu. On joue contre Lyon à 3 journées de la fin, on perd 3-1. Et Saint-Etienne revient à notre tort. Saint-Etienne, il reste 2 matchs, se déplace à Montpellier, qui Montpellier pouvait faire les barrages, et Montpellier bat Saint-Etienne à domicile, et le dernier match, c'est le match à Grenoble. Et il faut absolument gagner Grenoble. Mais on gagne 3-2, et on monte directement en première division. Et là, les supporters vous attendent carrément sur le tarmac. Je sais pas, ils ont réussi à ouvrir les portes, ils ont forcé les portes. Non, mais même tous les gens de la sécurité étaient niçois. C'est passé. Et l'avion a eu du mal à atterrir parce que tous les supporters étaient sur le tarmac avant. Et le lendemain, vous prenez les chars de carnaval. On prend les chars de carnaval. Vous montez jusqu'au haut. On part de la province des Anglais en traversant Tunis. Et il y a le public niçois qui nous attend au stade du Rhin. Et c'était vraiment... c'est le feu d'artifice. C'est le meilleur souvenir. Après, il y a eu de très bons matchs. Et c'est vrai que ça a été des péripéties qui ont compté et qui ont marqué quand même la période de l'OGC Nice. Et d'ailleurs, vous parlez du stade du Rhin. Là, malheureusement, on est tous au courant. On voit toutes les photos en ce moment de la destruction du stade. Vous avez récupéré le siège, d'ailleurs, je crois. Oui. Je crois que vous habitez juste à côté. Vous êtes à combien de mètres du stade? Je suis à Montpellier. Vous êtes à combien de mètres du stade? Je suis à 300 mètres. 300 mètres. Vous aurez des beaux immeubles à la place. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas... ça va redynamiser le quartier, c'est bien. Et donc, alors par contre, vous aviez à cette époque, cette remontée, donc on termine premier du groupe B, puisqu'il y a encore toujours 2 groupes en division 2 à l'époque. Et donc c'est l'année où est arrivé quelques joueurs, dont Albert Gemerich, qui avait été champion de France à Strasbourg, Fabrice Mège, Moustapha Dalem aussi, Moustapha, qui n'a pas fait une saison, qui n'a pas fait une grande saison. Il a fait une quinzaine de matchs quand même. Et puis Georges Dominguez, évidemment, l'idole de l'époque qui avait quand même mis 26 buts. Qui a mis 26 buts. 26 buts sur la saison, c'est quand même assez remarquable. Les plus anciens s'en souviennent, je pense. Et puis en plus, le gym est aussi champion de France du centre de formation. À l'époque, il n'y avait pas la Gambardella, je ne sais pas s'il y avait la Gambardella aussi à l'époque. Il y avait la Gambardella, mais il y avait également les poules de
CFA, et il y avait 6 poules de CFA, et les vainqueurs des ça se rencontraient, et en finale, on tombe sur Auxerre, et en bas Auxerre, et au centre de formation champion de France. Donc on faisait un doublé cette année-là, en 85. Avec Volpati, Januzzi, Frère Solaire, Ultra, Mathieu, Jean-Philippe Mathieu. Et donc, alors 85-86, donc là, retour du gym en Ligue 1. Il arrive quelques joueurs, Jean-Philippe Port, Jocelyn Rico, Pierre Drey aussi. Donc là, vous faites une belle saison avec votre équipe, vous terminez 8e. Vous vous souvenez de cette première saison de Ligue 1? Ah, c'était une saison magnifique. Cette saison-là, où Dominguez a joué le premier match, non? Alors, bon, je peux peut-être le révéler. Je peux dévoiler ce qui s'est passé. À l'époque, je ne pouvais pas faire de déclaration. Mais c'est quelque chose d'assez particulier. C'était financièrement, je crois, c'est ça. Hein? Voilà, on est en stage à Saint-Martin-les-Ubules. Dominguez vient me voir, il me dit coach, est-ce que vous pouvez m'accorder 48 heures, il faut que je sois le président. Je dis bon, sans problème. Il revient 48 heures après, je dis comment ça s'est passé. Il dit tout est réglé. C'est un problème de finances, parce que l'argent de donner de l'argent aux parents, l'argent de garder l'argent, c'est assez compliqué. Donc on redescend de Saint-Martin-les-Ubules, je termine l'entraînement, je donne la compétition d'équipe, je prends ma douche, je sors, je monte dans la voiture et je croise Dominguez. Et Georges me dit coach, qu'est-ce qui se passe? Demain je viens pas. Est-ce que vous imaginez dans le football d'aujourd'hui, un attaquant qui vient trouver son entraîneur, qui dit moi j'arrête, demain je viens pas. Je sais pour quelle raison, il dit parce que l'affaire financière n'a pas été réglée. J'appelle le président, Mario Sentini, je lui dis qu'est-ce qui se passe, il me dit mais non, il sera là demain, il nous fait un peu la musique. Je dis, président, je prévois quand même un jour de plus. Et je lui ai fait, le lendemain, l'aéroport, il n'était pas là. Et c'était le premier match contre Bordeaux qui était champion de France. On perd 1-0 à Bordeaux, but de Spetch à la 88e minute, à fin de match. Et si ce jour-là, on a Dominguez, c'est un match quand même, parce qu'on a eu énormément d'occasions, on a fait un super match. Voilà l'anecdote. Mais c'est vrai qu'à l'époque, par la suite, moi je ne pouvais pas accepter, parce qu'il avait quand même trahi ses partenaires, il a trahi les dirigeants, il a trahi les supporters, il a trahi son entraîneur. Et donc je l'avais suspendu aux 2 matchs. Et les supporters ne pouvaient pas comprendre que Dominguez ayant marqué 26 buts, il soit suspendu. Il était au courant de cette histoire. Je ne pouvais pas manifester ce qui reste, c'est que il y a eu une incompréhension des supporters. Alors 5e année, arrive, il y a Jean-Philippe Matout qui arrive, enfin, comme ça, qui intègre la discipline. Patrick Solaire, qui vous passe au niveau d'ailleurs, il était à Saint-Raphaël, on l'a vu la soir, il passe le bonjour. Fabien Pifton, Jean-François Larios, Jean-Philippe Ndiaye, Thierry Olexac, Joël Henry, Eric Guérit, et vous faites une belle saison encore, parce que vous terminez, mais alors, vous avez une petite anecdote sur Eric Guérit qui arrivait d'Angoulême. Eric Guérit était à Angoulême, à l'époque il jouait en CFA, c'était la 3e division. J'ai un ami qui m'appelle, qui me dit Jean, il faut absolument que tu aies un joueur d'Angoulême qui s'appelle Eric Guérit. Il me dit c'est fabuleux ce qu'il peut démontrer. C'est un travailleur, il a des qualités physiques. Je dis mais quel âge il a? Il me dit il a 23 ans. Je dis 23 ans, c'est impossible. Dans le système professionnel, on a le centre de formation, les joueurs terminent, ils ont 19 ans, 20 ans. Pour la plupart, il y en a à qui on ne donne pas de contrat professionnel. Je ne vois pas prendre quelqu'un qui a 23 ans, qui plus est devait signer stagiaire obligatoirement une année, et ensuite on devait lui donner un contrat professionnel. Donc c'était risqué pour le club. Il fallait vraiment qu'il soit indiscutable, qu'il soit très bon. Allez, qui m'a dit, essaie-le. Bon, puis ça dure, et puis je ne prends pas de suite. Il me dit, mais puis encore pas un peu, prends-le, essaie-le. Donc il y a un match à Genoa, je lui dis, bon, je vais l'essayer. Il fait ce match, beaucoup d'activité, mais il a une très belle allure. Et je me rappelle, Mario viendra, le président, il me dit, je ne crois pas que ça puisse passer, il dit, parce que les supporters ne vont pas apprécier son allure, on dirait un bélier. Donc il repart en Angoulême, mon ami me rappelle, il me dit alors qu'est-ce que tu fais? Je dis écoute, c'est compliqué, administratif surtout. Prends-le, qui m'a dit. Bon, il y a j'aurais fait un deuxième match amical à Auray, et à ce moment-là, roi du terrain. Grosse activité, bon technicien, il était dans les hommes de terrain. Et le président me dit, bon, je dis, président,
ans, il faut le prendre. Vous êtes sûr? On le prend. C'est vrai qu'il était moins élégant de bravo. Hein. Oui. Si je peux dire. On le prend. Mais par contre, c'est vrai qu'il allait sauter encore. Du coup, Et 2 ans après, il était appelé en équipe de France. Après, il était transféré à Monaco. De Monaco, il était appelé à l'équipe de France. Alors, la saison se termine, c'est votre 5e année, et puis là, on vous propose de devenir directeur sportif, puisque je pense qu'ils avaient peut-être une idée déjà de faire venir Novak Djokovic. Je crois que c'est un petit peu ça. Hein. Et donc, vous avez refusé, vous dites non, écoutez, moi, je voulais continuer à entraîner, en fait, ne pas être directeur sportif, et vous êtes parti du fait à Nîmes Olympique, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'est passé? En fait, vous avez eu un contact avec quelqu'un, le maire de Nîmes à l'époque. Le maire de Nîmes, qui était maire de Nîmes, Bousquet aussi. Cacharel, puisque il avait la grande usine Cacharel, donc maire de Nîmes et ensuite président du club de Nîmes. Et là, on propose beaucoup de choses. Club de bons joueurs, un contrat de 3 ans plus 2, enfin beaucoup de choses. D'accord. Donc vous quittez la côte un petit peu creuse quand même. Oui, parce qu'on ne passe pas 5 ans en logicialiste avec des résultats. Mais je ne pouvais pas accepter la proposition du président parce que je savais que Djokovic, d'abord, il fallait que je considère comme traitement. Djokovic n'avait pas de diplôme adapté. Et qui plus est, je me voyais mal être derrière l'ego parce que si les résultats n'avaient pas été bons, on a très bien compris que Jean Séraphin était derrière et que c'était certainement le responsable de tout. Alors après, donc là, vous devenez grand voyageur, hein, puisque vous faites, on va continuer votre carrière, on ne va pas rentrer en détail, on est allé à Nîmes, à Tours, à Al-Wada, au club africain, beau club aussi, le Red Star. Alors là, j'ai jamais pu prononcer, alors ça c'est en Chine, c'est Wuhan, comment on dit? En Chine, Wuhan, ça s'écrit W-U-H-A-N, ça se dit comment? Wuhan, d'accord. Alors c'est dans la... Je suis pas très fort en chinois. C'est dans le centre de la Chine. Il faut savoir que pour la Chine, comme j'arrive en Chine, la grosse difficulté pour moi, c'est de trouver un interprète. Parce que contrairement à chez nous, il y a énormément de clubs, tout le monde est éduqué au football. Là-bas, il y a juste un club professionnel pour 60 millions d'habitants, pour la région de Hubei, H-U-B-E-I. Et il fallait que tous les matchs, on puisse aller voyager dans toutes les grandes villes de cette région. Donc ce qui fait, c'est que je ne joue jamais à domicile. C'est assez compliqué. Et après, vous avez des clubs là, qui sont plus facilement prononçables. Vous allez à Mansartou, à Grasse, et à Mandelieu-la-Tour. Voilà, donc là c'est plus facile. Et donc aujourd'hui, je suis toujours à Mandelieu. Aujourd'hui, vous êtes toujours conseiller du président à Mandelieu-la-Tour. Voilà. Et comment en tête du championnat de décembre. 3 victoires, un match nul. Voilà. J'habite Mandelieu, donc je suis un peu les résultats aussi de Mandelieu. Michel aussi habite Mandelieu. Je ne sais pas s'il suit les résultats, mais bah oui. Donc voilà, et puis écoutez, avant de passer aux questions des supporters, on va vous demander un petit peu votre sentiment sur le projet depuis quelques années là, du président River, même si aujourd'hui on a un petit peu une passe un petit peu difficile, mais enfin, on a vécu quand même 2 belles saisons. C'est vrai que depuis que M. River est au club, incontestablement, il y a un plus. Il y a un plus avec le petit travail, d'abord le stade de l'Alliance, plus le grand centre de formation. Vous allez visiter prochainement. Quand on va le visiter prochainement, c'est un plus. C'est vrai que lorsqu'on regardait un peu le panorama de tous les clubs professionnels, il était temps qu'on puisse bâtir tout ça. Avoir une belle structure. Belle structure. Donc là, on va passer aux questions des supporters. Peut-être Étienne, comme d'habitude, c'est la première question. Bonjour. Quel est ton pire souvenir dans la défaite et le meilleur dans la victoire? Moi j'en ai 2. Alors le pire dans la défaite, c'est la 86-87, donc la dernière année. On est 4e, 5e, on est très bien positionné pour faire l'Europe. Et on reçoit Montpellier, on reçoit Toulouse. Et on est battu par Toulouse 4-1, 2 buts de Passy, 2 buts de Marsico. Et là-dessus, Toulouse se détache, on rétrograde, et on lâche pied pour l'Europe. Et ça a été
un match très déterminant qui a eu des conséquences. D'accord. Parce que moi, je mets le pire de souvenir de connu. La Coupe de France, grâce à Nice. On était super favoris. Oui. Mais bon, grâce, on est premier. On est premier quand on se déplace. J'ai énormément de joueurs blessés. Et je me souviens de ce match-là, on a un pénalty pour nous, Michel Joly frappe et qui rate. Puis ensuite ça bascule. Mais au fond de moi-même, je n'étais pas déçu qu'on ait pu être battu par Grasse, parce que ce qui m'intéressait moi, c'était la montée en première division. Et il fallait savoir qu'on avait besoin d'avoir un gros effectif et que j'avais pas mal de joueurs blessés à ce moment-là et qu'il fallait absolument qu'on puisse rétablir l'équilibre. Moi je suis content parce que c'est mon club de cœur avec l'équipe d'où j'habite à Grasse. Et la meilleure victoire, c'est laquelle? La victoire de Grenoble. D'accord. C'est un fameux derby Nice-Marseille. Ah oui. Avec le gardien arbitrairement dans l'équipe de Marseille. On gagne 0. Donc de Cavara de la tête. Voilà. Et qu'il y a une action de. Comment il s'appelle Cubain, qui a eu de retenir son jet, mais un coup de pointu dans la tête de Amitrano, il a pas de la paupière dans un stade secondaire avec la bougade, et ça a début de bagarre. Ça a fait le général. Voilà. Je ne dirais pas tout sur ce match-là. Bonjour. Une petite question. Si vous auriez le choix, quel joueur vous prendriez l'équipe de cette année à l'époque indiscutablement Serry. C'est un métronome, c'est quelqu'un qui a une grosse activité, très bonne technique, bonne vision de jeu. À ce poste-là, c'est quelqu'un d'indiscutable. Et quel joueur vous auriez aimé entraîner hors Roger Nice? Que j'aimerais avoir entraîné. Si j'ai entraîné de très bons joueurs. On m'a posé une question normalement, quelle équipe j'ai fait à travers les joueurs avec lesquels j'ai joué et les joueurs que j'ai entraînés. Alors je vais vous donner cette équipe type. Dans le but, Amitrano. Pour les plus jeunes à droite, donc Michel Joly. Dans l'axe, Curbelo, avec Pini, qui joue à Valenciennes, qui était international, qui a joué à Monaco. À gauche, Jean-Pierre Bag, qui a joué comme joueur à Lens. Milieu de terrain, j'ai un milieu de terrain de rêve. Bravo, Vercruz, que j'avais entraîné lorsque j'étais à Lens. Et le troisième, attendez, je vous ai dit bravo. Non, pas Moge. J'ai oublié, ça va revenir. Et ensuite à droite comme joueur Géreb, qui est international. Dans l'axe, Nastaletti, qui a marqué 41 buts avec Valenciennes. Et à gauche, Paul Sauvage. Je suis en train de chercher mon troisième milieu de terrain. Vercruz, bravo. Bonnel. Joseph. Voilà. Joseph Bonnel, avec lequel j'ai joué pendant 8 années, qui a fait le monde quand il était à Marseille. On l'appelait le troisième premier. Serge Bastandetti. Son record a été battu peu de temps après par Scolar. Il a dû passer le record à 42 buts, parce qu'à l'époque on marquait des buts. On marquait beaucoup. Jean, d'où vient le fameux surnom de Boucheron et Gonfaron de Patrick Buzet-Casier? Je ne sais pas s'il avait été déjà baptisé avant l'incident avec Millard. Parce que vous vous rappelez du match en Coupe de France, il tacle Millard, il était assez dangereux. Alors c'est vrai qu'on l'avait endossé de ce patronyme. Depuis ça donne, vient de là.
C'est ça, il y a 6 ans de suspension. Oui, ça c'est sûr. Bah, écoutez, on va s'arrêter là, puisqu'il est 14h. Donc on va vous remercier, Monsieur Séraphin. C'était un vrai plaisir pour nous. Le plaisir était pour moi. On applaudit bien fort, merci beaucoup. On va passer aux petites signatures. Il y a encore quelques petites signatures. Donc si vous avez, pour ceux qui sont arrivés en retard, voilà, et puis quelques photos, quelques selfies. Et puis vous allez recevoir l'aiguillon d'or tout à l'heure, l'aiguillon de bronze sur la pelouse. Voilà.